Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité de la mi-journée sur Walf TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Cheikh Mbaw. Il est le directeur exécutif de la COSYDEP comme coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Cheikh Mbaw, bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de venir répondre à votre invitation, en profiter pour saluer vos téléspectateurs et toute la direction de Walf TV. Alors, Cheikh Mbaw, comment se porte l'école sénégalaise? Oui, il faut dire que l'école sénégalaise ne se porte pas très bien de manière globale. Parce que vous le savez, c'est une école qui aujourd'hui vit des paradoxes. Nous faisons partie des pays qui mettions le plus de ressources financières. Nous sommes à plus de 26% du budget, nous sommes à plus de 6%, donc nous dépensons les normes internationales, mais malgré ça, nous faisons partie des pays qui, en termes d'efficacité et de résultats, de performance ou d'efficience, est dans le cadran des pays les plus reculés. Ça, c'est un paradoxe. Nous avons des ressources humaines de qualité. Allez voir au niveau international le comportement des Sénégalais, ils aident même à sortir certains pays donc des difficultés. Mais jusque-là, nous n'arrivons toujours pas à trouver des solutions. Paradoxe parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de séminaires, beaucoup d'assises qui ont été organisées dans ce pays, des solutions pertinentes qui ont été mises sur la table, mais malheureusement, nous avons encore des difficultés à les mettre en œuvre. Paradoxe parce que justement, malgré ces investissements, nous avons encore des enfants qui sont exclus du système. Il y a un besoin en termes de déficit en enseignants, en termes d'abris provisoires, en termes de disponibilité des salles de classe qui est posée. Donc cela aussi, évidemment, pose problème. Paradoxe parce que justement, malgré ces investissements, je l'ai dit tantôt, en termes surtout d'efficience et d'efficacité, d'orientation des ressources, il y a des difficultés. Paradoxe parce que c'est aussi un système éducatif qui est resté pendant longtemps très instable, avec des grèves, des perturbations venant soit des enseignants ou des apprenants. Cela aussi pose problème, et ça pose problème d'autant que ça fait suite justement à des rencontres avec le gouvernement du Sénégal qui prend des accords, nous espérons bien réfléchis, et malgré cela qui n'arrive pas à les mettre en œuvre. La lancinante question du respect des accords. Des accords. Oui. Donc il ça y a revient chaque année. Donc c'est ça les paradoxes. Et ensuite, ce qui fait le plus mal pour des acteurs que nous sommes, c'est que chaque année, c'est exactement les mêmes problèmes qui nous reviennent. C'est exactement les mêmes solutions qui leur sont apportées. Et on en arrive au même résultat. Donc voilà ce qui fait que durant ces 20 ans, nous vivons évidemment un système éducatif où nous avons tous la responsabilité de nous mobiliser, de nous lever pour que justement cet ascenseur social que doit constituer l'éducation puisse être une réalité pour tous les enfants, qu'aucun d'entre eux ne soit exclu et chacun puisse non seulement accéder, mais qu'il puisse aussi avoir en tout cas une qualité dans ses enseignements. Mais le contraste est saisissant à la lumière aujourd'hui du taux de réussite aux différents examens et concours. Plus de 48% au baccalauréat, plus de 74% au BFM et plus de 72% au CFE. Comment faut-il l'expliquer dans un contexte particulier marqué par la pandémie? Écoutez, il faut juste voir certainement réfléchir sur les déterminants qui ont pu peut-être aider à booster ces résultats scolaires. Qu'est-ce qui a fait la différence? Quoi? Qu'est-ce qui a fait la différence? Justement, nous pensons qu'il y a au moins 3 éléments qu'il faut investir en attendant de faire une étude beaucoup plus approfondie. Le premier élément, c'est qu'avec la Covid, nous avons senti une détermination de toute la chaîne des acteurs. Pierre-Edouard, il faut rappeler que vous avez eu plus de temps pour accompagner vos enfants, parce que vous étiez confinés. Parce qu'à un moment, vous aviez des craintes qui faisaient que tous les parents se sont quelque part convertis en enseignants. La chaîne des acteurs, c'est la détermination des enseignants. Vous les avez vus quand ils devaient retourner dans leur lieu de service. Ils ont eu toutes les difficultés, mais malgré ça, ils ont tenu, parce que c'était un challenge pour eux. Cette chaîne des acteurs, c'était les apprenants, à qui, en tout cas, qu'on a convié à reprendre les cours pendant l'hivernage. Et pendant l'hivernage, ils étaient plus proches de leurs parents dans les champs, ou alors ils étaient dans les aires de jeu. Ils ont accepté de se mettre tout cela derrière et de venir évidemment dans les cours. La chaîne des acteurs, c'est aussi nous autres, les organisations de la société civile, les ONG, les partenaires, les organisations communautaires, qui sont tous mobilisés autour de communication de masse, autour de communication sociale et qui ont accompagné à travers des checklists la disponibilité de l'école. Donc ça, c'est un élément important en termes de détermination et de mobilisation de tous les acteurs. Donc pour dire quoi?
pour dire que pour avoir une école de qualité, il faut que tout le monde puisse se solidariser autour de l'enfant. Deuxième élément qui peut justifier justement ces résultats, c'est la taille des classes. Vous savez, avant la Covid, nous avions dit que l'effectif des classes était un déterminant de la qualité. On ne peut pas faire de la qualité si nous avons encore des effectifs qui tournent pour un enseignant pour 80 ou 100 élèves. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas suivre chaque enfant, vous ne pouvez pas tenir la main de chaque enfant. Vous restez juste l'enseignant de la classe et non pas l'enseignant de chaque élève. Donc la taille de la classe est un déterminant important. Et la Covid nous a imposé de réduire la taille, d'être à 1 pour 20, et ça a impacté certainement les résultats. Leçon, il faudrait que pour les années prochaines, qu'on arrive évidemment à faire en sorte qu'on réponde aux normes et standards de qualité en termes d'effectifs qui veillent qu'on ait un maximum d'un enseignant pour 45 élèves. Ça, pour nous aussi, ça a été un élément essentiel. Oui, parce que tout ce que vous venez d'énumérer, c'est ça la norme. C'est ça la norme. Oui. Troisième élément qui a pu impacter les résultats, c'est évidemment ce qu'on appelle le protocole pédagogique. Vous savez, on a été, avec la Covid, obligé de revisiter le curriculum, ce qu'on enseigne aux enfants, de revisiter le programme et d'aller vers l'essentiel. Parce que vous le savez, nous sommes dans un encyclopédisme qui ne dit pas son nom, nous sommes bourrés, les enfants sont bourrés, et ils apprennent beaucoup de choses dont ils n'ont peut-être pas besoin. Aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir des compétences pour pouvoir accéder au savoir. Et donc, de ce point de vue, la Covid nous a obligés de revisiter notre programme et d'aller à l'essentiel. Donc, ces trois éléments, détermination de la chaîne des acteurs et leur engagement, mais réduction de la taille des classes et enfin, révision du curriculum et du programme scolaire, ça a certainement impacté. Et donc, il faut tirer les leçons pour dire que si nous voulons maintenir ces résultats ou même les améliorer, il faudrait au moins que même avec ou sans la Covid, qu'on puisse être dans ces normes et standards, parce que la Covid nous a parlé, nous devons être suffisamment intelligents pour lui démontrer évidemment qu'on a l'écoute qu'il faut. Oui, sauf que là, certains syndicalistes, qui sont des acteurs principaux de l'école sénégalaise, ont parlé pratiquement de bac au rabais concernant les résultats au baccalauréat. Est-ce que vous êtes de cet avis? Ben écoutez, nous, notre analyse ne nous conduit pas à cette conclusion, comme j'ai dit. Nous pensons que objectivement, il y a eu des éléments qui ont été retouchés, il y a eu des déterminants qui ont été retouchés, comme j'ai dit, les trois là, les acteurs qui sont solidarisés, les effectifs qui ont été réduits, le programme qui a été revu et qui peuvent valablement et objectivement expliquer ces résultats que nous avons. Parce qu'on dit que les épreuves ont été trop faciles cette année. Je ne pense pas. Ça allait dire, c'est peut-être quand même porter préjudice à ces 50% qui ont échoué. Si c'était aussi facile que ça, on ne serait peut-être pas à 48%. Il y a eu 52% d'échecs. Il n'y avait pas une volonté de rendre facile les épreuves pour passer le plus nombreux. Vous savez, quand on évalue par rapport à ce qu'on a appris. Donc, puisqu'on a révisité le programme, évidemment que les épreuves vont être taillées sur la base donc, de ce programme revu. Donc, c'est cela peut-être qui peut expliquer. On peut vous évaluer sur la base, vous, juste d'un cours de 30 minutes. Mais qu'on vous évalue sur ce que vous avez appris. Donc, nous considérons évidemment qu'il y a des facteurs objectifs qui peuvent valablement expliquer ce bond que nous avons constaté. Maintenant, l'essentiel, évidemment, c'est deux choses. C'est qu'on puisse apprendre de ces facteurs positifs, d'une part, mais d'autre part, qu'on puisse aller vers une évaluation, justement, de ces résultats de cette année pour avoir une explication plus objective et plus scientifique. Mais pour le moment, au niveau de la COSYDEP, et nous l'avions dit même avant la tenue des examens, nous avions présagé évidemment que les résultats pourraient être améliorés si nous avons des tailles, surtout des effectifs de classe réduits, parce que dans ce cas-là, l'enseignant a la possibilité d'accompagner chacun de ces enfants-là. Donc pour nous, oui, il y a ces déterminants qui peuvent expliquer valablement ce bond qui a été constaté, et ça ne date pas d'aujourd'hui parce que les déterminants de la qualité ont été connus avant. Nous avions beaucoup parlé à l'État du Sénégal, au gouvernement, au système éducatif. Nous avions été très peu entendus, mais quand la Covid nous a parlé, nous étions obligés de l'écouter et de changer. La Covid est venue nous rappeler à l'ordre. Il nous a imposé, d'autres paradigmes. Il nous a dit, vous ne pouvez plus avoir des effectifs pléthoriques dans les classes, la Covid. Et c'est une chance pour les enfants. Parce que chaque enfant, y compris celui qui comprend plus lentement, il a la possibilité d'être individuellement, personnellement accompagné par l'enfant, par l'enseignant. Il nous a dit, l'enseignement, ce n'est pas seulement en classe, ce n'est pas seulement une affaire entre l'enseignant et l'élève, mais c'est aussi une continuité dans la maison. Donc le suivi à domicile, l'accompagnement des parents,
Donc cela a été une exigence. Il nous a dit, même par rapport à toutes ces autres offres, l'enseignement à distance, les offres que vous avez faites dans les télévisions, on a senti quand même un mouvement très solidaire, un élan solidaire autour de l'enfant, autour de son apprentissage. Et cela peut valablement expliquer les résultats. Il nous a dit, je l'avais dit tantôt, il nous a rappelé aussi que notre programme était démentiel. Et donc il fallait que les enfants puissent être, en tout cas, qu'on puisse aller vers l'essentiel simplement. Et donc tout cela peut expliquer valablement, à notre avis, ces résultats que nous avions nous déjà prédits avant. Mais maintenant l'essentiel, ce n'est pas seulement de nous en limiter à ça, parce que nous, au niveau de la COSREP, nous considérons que ces résultats sont certes meilleurs que les années passées, mais c'est encore insuffisant. Insuffisant parce que la norme voudrait que pour un système éducatif performant, qu'on soit au moins à 80% de taux de réussite. Ça veut dire que sur 10 élèves, qu'il y ait 8 qui réussissent. Et depuis des années, nous étions toujours à 3 à 4 élèves de réussite pour 10 élèves, de 30-40%. Donc cela pose problème. Donc nous pensons aujourd'hui que notre pays doit être plus ambitieux, parce que nous sommes un pays en construction, et la construction de ce pays-là, ce n'est pas les ressources, ce n'est pas le pétrole, ce ne sont pas les routes, c'est des hommes. Il faut avoir des ressources humaines de qualité et en quantité. Et donc il nous faut faire en sorte qu'on ait un système qui entre plus par la réussite. On ne peut pas avoir un système de l'échec. Un système de l'échec, donc ça, nous ne pouvons pas le prôner. Donc comment faire pour que le maximum d'entre les élèves aient des chances de réussir dans le système éducatif? C'est cela qui doit être notre ambition. Donc nous considérons qu'il nous faut apprendre justement de ces leçons de cette Covid-là, mais qu'il nous faut être encore plus ambitieux et dire bravo à ces enfants qui ont réussi cette année, mais dire que nous devons encore faire plus et mieux, parce que nous en sommes capables, si nous faisons en sorte évidemment... Les féliciter, les encourager, au lieu de leur dire que vous avez un bac Corona. Oui, mais ça c'est grave. C'est rabaisser un peu leur performance. Oui, moi j'en profite pour parler aux bacheliers. Vous devez être confiant, vous devez être fier de vous. Vous devez vous dire que votre bac 2020, écoute, n'a pas moins de valeur que le bac de Pierre-Édouard. Donc vous avez un baccalauréat. Vous avez été évalué sur la base de ce que vous avez appris. Donc nous voulons évidemment avoir des jeunes qui soient fiers d'eux, qui aient en tout cas espoir en eux et qui puissent lever la tête. Parce que justement, même si leur bac en termes de quantum horaire a été impacté, mais écoute, c'est valable aussi pour les bacheliers de la France, c'est valable pour les bacheliers du Mali, du Niger, de partout. Tout le monde a été impacté. Donc soyez fiers de vous, dites-vous que vous avez un bac que vous méritez. Maintenant, l'autre enjeu, comme j'ai dit, au-delà de ces félicitations à ces enseignants, à ces élèves, mais aussi la nécessité de célébrer les enseignants qui ont accepté de faire ces sacrifices. Vous avez suivi tout le processus. Je pense que cela montre encore une fois qu'il y a un déterminant important. Pas gagné, hein? Ah, c'était pas gagné. Il y a un autre déterminant important, c'est le déterminant enseignant. Nous pensons que l'intrant le plus important si nous voulons faire de la qualité, c'est d'avoir des enseignants bien formés, mais des enseignants motivés et des enseignants en tout cas suffisamment généreux. Et durant cette Covid-là, ils ont fait preuve donc, de ces trois qualités. Et voilà ce qui nous a amené évidemment à ces résultats. Donc, au total, nous considérons que c'est un bac qui a été passé. L'essentiel, c'est d'évaluer ce processus d'une part, mais d'autre part, de tirer les leçons qu'il faut pour que les années prochaines, qu'on puisse maintenir ce cap et faire plus et mieux. Alors, conséquence immédiate de ce fort taux de réussite au bac, nous allons prendre aujourd'hui l'exemple du baccalauréat, c'est ce nombre important de nouveaux bacheliers qui frappent aux portes de nos universités. Le ministre de l'Enseignement supérieur a promis que tous les nouveaux bacheliers qui tournent autour de 65 000 seront intégralement orientés dans l'enseignement supérieur. Au moment où il le disait, il y a encore des bacheliers de l'année dernière qui peinent à être orientés, qui ne sont pas encore orientés. Quel crédit faut-il donner à cet engagement du ministre de l'Enseignement supérieur? Mais Pierre, moi ce que je voudrais d'abord rappeler, et vous le dites, et beaucoup de Sénégalais le disent, ils parlent d'un nombre important de bacheliers. Au Sénégal, on n'a pas encore un nombre important de bacheliers. 65 000... Ah non, c'est très faible ça. Nous devons être, je le disais, plus ambitieux, parce que si nous arrivons à être dans les normes, ça veut dire autour de 80% de taux de réussite, il faudra qu'on puisse tripler, voire quadrupler ces bacheliers que nous avons. C'est très peu, c'est très faible. Donc ça c'est... Avec quelle infrastructure pour les accueillir? C'est peu justement par rapport à la qualité de nos infrastructures universitaires. C'est là peut-être, à leur capacité d'accueil, c'est peut-être là où on pourrait parler évidemment d'un nombre assez important. Mais en termes d'ambition, je voudrais juste que tous les Sénégalais se disent que nous devons être encore plus ambitieux. Parce que quand on a 30 à 40% qui réussissent chaque année au baccalauréat et que nous considérons qu'avec 48% nous avons beaucoup d'enseignants, beaucoup d'étudiants, cela pose problème en termes d'ambition tout court.
Maintenant, par rapport à l'avenir de ces enfants, moi j'ai l'habitude de dire aux enfants, écoutez, au mois de juillet, quand ils font les examens, ils sont des rois, ils jubilent, ils organisent des fêtes, mais au mois d'octobre, ils deviennent les plus tristes, parce qu'ils ne sont pas orientés. Cela pose problème. Il faut que notre système éducatif puisse avoir un dispositif qui permette à chaque enfant qui réussit au baccalauréat de pouvoir poursuivre et approfondir ses études. Ça, c'est important pour nous pour le faire. Et pour le faire, il faudrait qu'en termes déjà de disponibilité de nos universités physiques publiques, qu'on puisse veiller à leur fonctionnalité. Nous savons que nos universités publiques devraient être davantage accompagnées en termes de renforcement du personnel enseignant. Ça, c'est un élément essentiel. Mais en termes d'achèvement des chantiers qui avaient été engagés sur les campus sociaux et les campus pédagogiques. Donc, il faudrait sur ce plan-là qu'on fasse plus d'efforts. Mais surtout aussi en termes de diversification des offres. Et il faudrait renforcer davantage tout ce qui peut être fait sur la formation professionnelle et l'enseignement technique. Nous le savons, des formations de courte durée devraient être prévues. Mais aujourd'hui, si l'avenir d'un bachelier, c'est forcément d'aller dans une université générale, cela pose évidemment problème. Donc, la diversification des offres devrait encore venir en appui par rapport à ça. Donc, cette ambition, vous l'avez dit, du ministre, c'est une ambition que nous saluons. Mais si nous en jugeons de par ce qui s'était passé l'année passée, où nous n'avons pas pu respecter les prévisions de l'année passée, vous vous rappelez. Il y a encore des bacheliers qui n'avaient pas été orientés. Donc si nous en fions à ça, nous disons qu'il y a encore du travail à faire. Hein. Et donc nous avons toutes les raisons d'être pessimistes et de nous poser des questions. Donc aujourd'hui, nous pensons évidemment qu'il faudrait qu'en termes de cohérence tout court, qu'il y ait un travail important qui se fasse pour faire en sorte évidemment que tous ces enfants-là aient la possibilité d'être orientés. Mais pour le faire aussi, pour nous, il y a un autre déterminant qui est essentiel, c'est le nombre de psychologues conseillers par rapport aux élèves. Vous avez un psychologue conseiller pour 9500 élèves. Donc même si vous voulez, alors que les normes voudraient qu'on soit à un psychologue conseiller pour 500 élèves. Donc si vous voulez avoir les moyens, les armes pour pouvoir orienter correctement tous les enfants en partant de leur talent, parce que chaque enfant a un talent, donc ça, je pense que c'est aussi un corps qu'il faudra aujourd'hui revoir, et donc ça nous permettrait de pouvoir adresser cette question. Donc au total, il y a des inquiétudes, parce que si nous regardons les prévisions de l'année dernière, nous avons toutes les raisons pour être pessimistes, mais nous espérons qu'aujourd'hui, nous devons travailler à ce que nos universités publiques puissent être en tout cas plus fonctionnelles, mais nous devons aussi travailler à ce que la diversification des offres des offres puissent être une réalité. Ça pour nous c'est essentiel. Et l'achèvement des chantiers pour les campus sociaux et pédagogiques aussi puisse se voir. Voilà. Oubitay Diangatay, parlons-en. La paternité de ce concept vous revient, vous de la COSIDEP. Alors comment donc faire de sorte que ce ne sera plus un slogan mais un concept effectivement réalisé sur le terrain? Ben nous, on ne le met pas dans cette rubrique de slogan ou de concept, on parle de campagne. Nous qui en sommes les initiateurs. Parce que nous sommes organisation citoyenne. Nous avons fait une étude en 2007 qui a montré évidemment qu'il y a un gap horaire important dans ce pays. Au moment où le monde cherche à avoir 900 heures an, au moins, nous qui apprenons à partir d'une langue étrangère, nous devions avoir l'ambition d'être au moins à 1200 heures l'an. Mais nous avons constaté que pendant des années, nous étions entre 650 et 700 heures. Après cette étude, nous avons essayé de voir sur quel, en tout cas, levier appuyer pour changer les donnes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 3 moments où le système éducatif perdait énormément de temps. C'est le démarrage. Entre l'ouverture des classes et le démarrage effectif des classes, des cours, ça pouvait prendre 1 mois, voire 1 mois et demi. C'est aussi le pendant, donc le déroulement. Dans le déroulement, il y avait beaucoup de perturbations. C'est enfin le dénouement, la fin, où on anticipait sur les faits. Et après avoir fait ces constats, à partir d'une étude, on s'est dit, on ne va pas simplement nous limiter à faire du constat. Il faut l'accompagner de solutions, ou d'alternatives, ou de propositions. C'est pourquoi nous avons dit que pour ce qui est du démarrage, il nous faut travailler à ce qu'on puisse gagner du temps dès le démarrage. Et c'est ça l'ambition, c'est ça l'intention de Oubitay Diangatay, démarrer les cours dès les premiers jours de l'année. Cela est possible. C'est possible dans les pays qui nous entourent. Vous allez en Gambie, en France, dans tous ces pays-là. C'est possible au Sénégal, dans des écoles privées qui réussissent à démarrer. Oui, mais dans le public. Oui, mais je veux dire, dans ces écoles privées. Plus officielle qu'effective. Hein? Oui, mais c'est ça qui n'est pas normal. Oui. Nous voulons dire déjà, en termes de changement de paradigme au Sénégalais, que c'est possible. Vous regardez une école privée au Sénégal, qui a des enseignants sénégalais, avec des élèves sénégalais, qui fonctionnent dans un environnement sénégalais,
qu'est-ce qui fait que ces écoles-là puissent démarrer le premier jour de l'ouverture? Et qu'est-ce que nous empêcherait, nous, de faire de même? Donc ça, pour nous, sur le principe simplement, il faut le rappeler. Pour dire que Ubbi Tey Jàng Tey, ça doit être une ambition, ça doit être une ambition pour tous les Sénégalais, pour tout le monde. Maintenant, objectivement, il y a des contraintes, des goulots d'étranglement qui puissent expliquer que dans certaines zones ou pour certaines écoles, qu'il y ait des difficultés. Une école qui est inondée, totalement envahie par les eaux. Cette année et tout. Oui, mais cette année même, on pourrait échapper parce que l'ouverture se passe le 12 novembre. Oui. Peut-être qu'il n'y aurait plus cet hivernage-là qui va empêcher aux écoles de fonctionner dans ce sens-là. Mais souvent, il y a des eaux qui datent de plusieurs années. Mais c'est clair, Ouais, c'est clair. Donc je disais que sous cet angle-là, tout ce qui est en notre possibilité, il faudrait évidemment qu'on l'exploite pour que les enfants puissent bénéficier du maximum de temps d'apprentissage. Tout ce qui est en notre possibilité. Ce qui est en notre possibilité, nous en tant que citoyens, organisations citoyennes, c'est d'aller vers l'assainissement des écoles. Faire en sorte que nos écoles puissent être fonctionnelles, puissent être salubres et sûres dès la rentrée. Là, les municipalités sont interpellées. Les municipalités et les organisations citoyennes de tout court, les ASC, les organisations de jeunes, les GIE, les organisations de femmes, peuvent aller parce que c'est les organisations de jeunes. Vous voyez les éclaireuses et éclaireurs du Sénégal qui vont accompagner cette année la campagne Ubbi Tey Jàng Tey. Vous avez vu le service civique national qui s'est engagé aussi à mobiliser des volontaires pour aller assainir les écoles. Donc ça, c'est à notre possibilité, nous devons le faire. Maintenant, le plus difficile, c'est ce qui revient justement à l'autorité, qui a la responsabilité d'orienter à temps les élèves admis. Parce qu'il y a des classes qui n'ont pas pu faire du Ubbi Tey Jàng Tey parce que simplement les élèves n'étaient pas orientés. Ou alors d'affecter à temps les enseignants, il y a des classes qui n'avaient pas d'enseignants. Ou alors de faire en sorte que la disponibilité du budget de fonctionnement des écoles soit là. Il y a des écoles qui encore restent 2-3 mois sans disposer de leur budget de fonctionnement. Et de faire en sorte évidemment que tout ce qui est lié à la disponibilité du matériel pédagogique puisse être aussi acquise. Donc ça, oui, c'est de la responsabilité. Oui, ça fait beaucoup de si là. Ça fait beaucoup de si, oui. Mais justement, c'est en rêvant collectivement, c'est en étant ambitieux collectivement qu'on peut, dans le cadre d'un processus, construire l'idéal ou construire la norme ou revenir à la norme. Parce que, Pierre, la norme, c'est que quand on dit c'est aujourd'hui l'ouverture, il faut que les enfants soient dans des dispositions d'apprendre. C'est ça la norme. Et tout ce qui peut empêcher à ce que cette norme-là se fasse, il faudrait qu'on puisse... Et quelle est la part du parent? Le parent qui doit acheter les fournitures pour son élève. Oui, mais justement le parent, parce que quand on a dit Ubbi Tey Jàng Tey, ça interpelle... Si l'élève arrive en classe les bras ballants et tout ça, mais comment peut faire l'enseignant? Vous avez raison, parce que les années antérieures, nous en sommes à la 7e édition, les 6 éditions passées, ce que nous avions constaté, c'est qu'il y avait des écoles qui étaient dans des possibilités de faire du Ubbi Tey Jàng Tey, mais qui ne l'ont pas réussi simplement parce que les enfants n'étaient pas là. Les enseignants étaient présents, mais c'est les enfants qui n'étaient pas là. C'est donc l'occasion de lancer un appel aux parents pour leur dire que, voilà, je crois que tout le monde en est conscient, d'autant que nous sommes dans une année qui succède à la Covid, où il y a eu 3 millions d'enfants des classes intermédiaires qui étaient complètement éloignés des écoles depuis plus de 7 mois. Normalement, ils doivent avoir envie de regagner rapidement les classes. Donc il faudrait que les parents puissent évidemment préparer leurs enfants, les accompagner à être disponibles, prêts à prendre les cours dès le premier jour de la rentrée. Je sais qu'il y a des difficultés économiques, mais il y a des difficultés qui traversent tout le monde. Mais il faudrait, en termes de planification, qu'on puisse évidemment travailler à ce que ces enfants-là puissent être disponibles le premier jour de la rentrée. Ça, pour nous, c'est un élément essentiel. Il faut que nous, en tant qu'organisation de jeunes, organisation de femmes, organisation citoyenne, que nous ayons dans les écoles pour les rendre salubres. Ça a déjà commencé. J'ai vu beaucoup de mouvements qui sont dans les écoles pour essayer de les rendre assainis, propres, salubres et accueillants. Mais il faut surtout que l'État du Sénégal, qui a la responsabilité première de l'éducation, puisse jouer le grand rôle. Le grand rôle, c'est mobiliser tous les acteurs. Vous avez parlé des collectivités territoriales, qui ont aussi un rôle éminemment important, mais qu'il faut aussi saluer. Parce que moi, je me rappelle, avant 2014, donc avant l'avènement de la campagne Ubbi Tey Jàng Tey, écoutez, les ressources ou l'accompagnement des collectivités territoriales, on les sentait à partir du mois de février-mars. Mais avec Ubbi Tey Jàng Tey, on va les entendre à partir du mois de septembre. Donc il y a aujourd'hui un autre mouvement, un autre élan qui fait évidemment qu'il y a de l'espoir pour ça. Donc nous continuons à croire, nous, que cette campagne dans un pays qui fonctionne correctement n'aurait pas dû avoir du sens, parce que Ubbi Tey Jàng Tey doit être la règle, mais parce que justement on n'est pas dans les normes, nous sommes obligés, nous, de rappeler cette norme et d'accompagner cette norme et de faire en sorte que dans le cadre d'un processus, qu'on puisse construire petit à petit pour en arriver à cela.
Parce que, justement, quand vous devez faire une analyse des éditions passées, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des écoles, minimum que ça puisse être, qui ont eu à réussir au Bouteille Diangatay. Vous avez constaté qu'il y avait des écoles qui restaient 1 mois et demi avant de reprendre. Et avec l'avènement de Bouteille Diangatay, il reste juste 1 semaine maintenant pour commencer à engager les enseignements apprentissage. Vous avez constaté que les collectivités territoriales sont encore plus mobilisées. Ils mettent maintenant les ressources à la disposition des écoles à partir du mois de septembre-octobre. Il y a eu des efforts qui sont faits. Ces efforts, il faut les célébrer, mais il faut encore continuer à voir les questions les plus difficiles qui dépendent totalement de l'autorité, qui ne dépendent pas de nous, de notre seul engagement. Et de ce point de vue-là, il faut continuer à appeler l'autorité à faire face à ses responsabilités pour que toutes nos écoles soient dans les conditions d'être fonctionnelles dès le premier jour de la rentrée. À propos de normes, chaque année, le cri de guerre, c'est « sauvons l'année scolaire ». Il faut sauver l'année scolaire. Et la norme devrait être « sauvons l'école sénégalaise ». Mais bien sûr, oui. Sauvons l'école sénégalaise. Et nous avons aujourd'hui toutes les réponses par rapport à ça. Parce que vous avez organisé les Assises nationales de l'éducation en 2014, c'était pour sauver l'école sénégalaise, où il y a eu des décisions, des recommandations fortes, 342, qui étaient mises sur la table. Mais quel est leur avenir, quel est le devenir? Il y a eu 11 décisions présidentielles. Nous avions fait de notre dernière étude en termes de monitoring de ces décisions, mais on avait vu que le taux de réalisation, de mise en œuvre de ces décisions était encore très faible, autour de 20 à 30%. Donc aujourd'hui, nous considérons que nous avons toutes les raisons d'avoir une école qui soit véritable. Nous avons entendu des ministres nous dire que mais il nous faut enfin sauver l'école sénégalaise. Et pour sauver l'école sénégalaise, nous sommes convaincus qu'on a toutes les ressources humaines, matérielles, financières pour le faire. Voilà. Merci beaucoup, Cheikh Mbaw. Vous êtes le directeur exécutif de la COSYDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Vous avez été donc l'invité de cette mi-journée sur Walf TV.